J'ai plus personne à l'écran, c'est normal. On y est. Donc, je ne vous vois plus. J'espère que vous me voyez. Donc, voilà, il m'a été demandé de faire cette présentation. Je prends 1 minute pour vous annoncer le plan et puis je ferai défiler des diapositives en les commentant. Donc, on va d'abord faire un état des lieux du tabagisme en période de périnatalité en France. Je vous rappellerai les enjeux du sevrage pendant la grossesse, si possible avant l'accouchement et ensuite pendant la première année de vie de l'enfant, avec ou sans allaitement maternel. À cette occasion, on verra les recommandations en vigueur de la part du CNGOF, donc, qui est le Collège national des gynécologues obstétriciens français, de la Société francophone de tabacologie et de l'HAS. J'ai prévu de vous présenter les leviers et les freins au sevrage tabagique pendant la grossesse et jusqu'après l'accouchement. Euh, Ensuite, donc, on verra l'aide au sevrage, qu'est-ce qui est préconisé pour la mère et son entourage proche, l'évaluation de la dépendance. Un petit mot parce que l'objectif du webinaire n'est pas de faire un cours de tabacologie, mais vraiment de se centrer sur les intérêts de la mère et de l'enfant à naître et du nouveau-né. Et puis les moyens d'aide au sevrage qui sont recommandés, donc préconisés pendant la grossesse et l'allaitement. Voilà. Et si vous avez des questions parce que je n'ai pas abordé des sujets que vous auriez aimé que j'aborde, eh bien, j'y répondrai volontiers à la fin de la présentation. Alors, déjà, hop, on n'arrive pas à faire. Voilà. Donc, l'état des lieux en France, en fait, lors des dernières enquêtes, en particulier l'enquête nationale périnatale de 2021, on avait à peu près 27% de la population de femmes en âge de procréer, donc fumeuses, avant leur grossesse. Une grande majorité, enfin grande, pas si large que ça, mais 55% des femmes enceintes arrêtent de fumer spontanément avant de recevoir tout conseil d'arrêt et toute proposition d'aide. Donc généralement rapidement après la découverte de la grossesse, mais une part non négligeable continue de fumer, qu'on estime à peu près à 12% sur le dernier trimestre de la grossesse. Alors, cette prévalence du tabac fumé pendant la grossesse est en diminution, mais elle est plus élevée en France que dans d'autres pays d'Europe ou d'Amérique du Nord. J'ai noté en bas de chaque diapo donc toutes les références qui m'ont été utiles pour les informations que je vous livre. Alors, les enjeux du sevrage tabagique, il est proportionnel aux risques qui sont liés au tabagisme actif pendant la grossesse. Par tabac, on entend toutes sortes de tabac, tabac fumé, donc la cigarette industrielle, le tabac à rouler, la chicha, la pipe, pas beaucoup, le cigare, le tabac chiqué. Moi, personnellement, je n'en ai pas eu l'expérience dans ma patientèle de femmes en âge de procréer. Donc, je vais beaucoup vous parler de cigarettes aujourd'hui. Donc, on sait qu'il y a une association très nette entre le tabac et des complications du premier trimestre de la grossesse, donc que j'ai noté là, les fausses couches précoces et les grossesses extra-utérines. On a quand même une relation dose-dépendante entre ces deux complications et le tabac fumé. On pense que le tabac a des propriétés tératogènes. On observe des anomalies congénitales. Ce n'est pas la première complication à laquelle on pense quand on parle de tabac et de grossesse. Il semble que ce soit plus des anomalies de fermeture du tube neural et des fentes labiopalatines. Il y a également une association entre le tabac et l'hématome rétroplacentaire, voilà, qui est un saignement grave en lien avec un décollement du placenta, qui est une complication vasculaire de la grossesse. Le placenta prévia, c'est le placenta qui est inséré trop bas dans l'utérus, voire recouvrant le col. Donc, on a une association entre le tabac fumé et cette anomalie de placentation.
On a un risque augmenté de mort fœtale in utero. Je vous expliquerai par quel mécanisme après. On a plus d'accouchements par césarienne pour une consommation supérieure à 10 cigarettes par jour. Voilà, c'est ce qui ressort des études auxquelles je fais référence. Plus de naissances prématurées et de petits poids de naissance. Donc, on appelle ça le PAC, petit poids pour la gestationnelle, ou des retards de croissance intra-utérin. Et à la naissance, donc, on va parler d'hypotrophie. Ce petit poids de naissance, il est également en lien avec la dose de tabac fumé et donc des agents pathogènes, à savoir le monoxyde de carbone et les hydrocarbures polycycliques, en particulier le cadmium. En clair, fumer pendant la grossesse est à l'origine, enfin, c'est la cause d'une augmentation de la morbidité materno-fétale. Il y a une petite exception à cette augmentation de la morbidité materno-fétale, c'est la réduction d'un risque de prééclampsie qui ne paraît pas logique. Alors, je n'ai pas creusé ce sujet. En fait, on n'a pas d'explication pour l'instant autour de cette diminution du risque de prééclampsie. D'autres études devront être menées. Alors, l'utilisation de la chicha, elle est très peu documentée dans la littérature. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé grand-chose. Elle n'est pas très souvent déclarée. C'est moins de 10% des mères. On retrouve une association entre l'utilisation de la chicha et une diminution de la croissance fœtale également. Alors, quelles sont les hypothèses physiopathologiques actuellement reconnues pour expliquer l'association entre le tabac et les complications que je viens de citer? Pour l'enfant, on considère que le tabagisme de la mère est un tabagisme passif pour le fœtus, que le placenta ne fait pas barrière, ne fait pas écran contre tous les agents inhalés dans la fumée du tabac. Et donc, ils vont... Ah ouais. Ah, il y a un micro ouvert, je crois. La poudre du quoi? C'est bon? Ouais. Donc, en fait, via la circulation fœtale et le liquide amniotique, donc le fœtus est exposé aux différents composants de la fumée du tabac. Le placenta n'est pas un filtre pour ces substances. Et en fait, il n'y a pas de proportionnalité entre le bébé et il n'y a pas de réduction des agents reçus par l'enfant, c'est-à-dire qu'il a un taux de cotinine et d'hydrocarbures quasiment équivalent à celui de la mère, d'où la gravité des symptômes. Alors, je ne vais pas faire un cours, mais juste un rappel, il y a 7000 composés de fumée de tabac toxiques pour quasiment tous les organes, dont le cadmium et le monoxyde de carbone qui est généré par la combustion des cigarettes industrielles ou roulées, a priori encore un peu plus important en cas de tabac à rouler. Et donc, le monoxyde de carbone qui se fixe sur l'hémoglobine à la place de l'oxygène, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer simplement aux femmes enceintes, c'est la réalité. Il a une affinité particulièrement, enfin, l'hémoglobine du fœtus a une affinité particulièrement élevée pour ce monoxyde de carbone, 450 fois plus élevée que celle de l'oxygène. Donc, quand qu'on fume un peu ou beaucoup, on va avoir une hypoxie chronique et une altération des fonctions placentaires pendant toute la grossesse. Voilà, c'est ce qui explique les complications que j'ai citées. Alors effectivement, moins on fume, moins on tire sur les cigarettes, moins on va inhaler et transmettre à son bébé de monoxyde de carbone et de substances toxiques. Néanmoins, actuellement, dans les études, on pense qu'il faut 24 heures à 48 heures après la dernière cigarette pour ne plus avoir de monoxyde de carbone dans le sang. Donc là, j'ai souvent fait référence à une thèse voilà, extrêmement complète et riche d'une thèse de doctorat d'une sage-femme sur l'influence du monoxyde de carbone et du cadmium, leur influence sur la croissance de l'enfant. Alors, on dit toujours que, moi en tout cas, je dis à mes patientes, parce que mes collègues qui
qui m'ont formée le disent, c'est que l'histoire de la cigarette ne s'arrête pas à l'accouchement, voilà, et que l'enjeu du sevrage, les enjeux se situent aussi après la naissance du bébé. Donc les risques pour l'enfant, le premier, c'est la mort subite inexpliquée du nourrisson. En fait, on pense que c'est le premier facteur qui peut expliquer une mort subite. Il y a des risques d'altération de la fonction pulmonaire avec des infections respiratoires et des otites qui sont plus fréquentes dans les 2 premières années de vie. Il y a également à plus long terme des risques de surpoids et d'obésité pour les enfants, des cancers, puisque beaucoup des substances inhalées dans la fumée sont cancérigènes, un risque plus tardif de tabagisme, de dépendance à la nicotine pour les enfants de mères fumeuses et avec une initiation précoce au tabagisme. Alors ça, c'est retrouvé pour d'autres substances psychoactives, ce risque de dépendance ultérieure. Alors, on n'est pas encore certain des associations entre l'exposition in utero au tabac et des déficits cognitifs, mais on a quand même on pense qu'il y a un lien entre certaines altérations d'apprentissage et le tabagisme passif de l'enfant. C'est très difficile dans les études de faire la part entre le tabagisme passif anténatal et le tabagisme passif auquel est exposé l'enfant après la naissance. Et là, il ne s'agit pas que de la maman, il s'agit de tout l'entourage, du coparent, éventuellement des grands-parents. Voilà, c'est un peu de l'environnement. L'environnement est toxique et je vous en dirai un mot après. Alors, pour l'allaitement, il s'agit aussi de tabagisme passif pour le bébé, donc le nouveau-né cette fois-ci. On a observé en fait que les femmes qui fument allaitent moins longtemps, de façon moins exclusive que les mères qui ne fument pas. Les cigarettes posent des contraintes. J'y reviendrai aussi, puisque les dernières, on avait des préconisations qui semblent plus tout à fait en vigueur. Mais la nicotine donnerait un goût particulier au lait. Le bébé aurait une réticence à téter plus longtemps. Les mères mettraient plus tardivement et moins souvent leur enfant au sein. Et donc, ce défaut de stimulation, en fait, quantitatif et qualitatif, perturbe les réactions endocrines qui sont nécessaires à la lactation et à l'expulsion du lait. Donc, on a en général une réduction de la production lactée et une durée d'allaitement moins longue. Donc, ça, c'est pour un peu la durée de l'allaitement. On a aussi une réduction du taux de prolactine et, a priori, on le sait maintenant, une altération des capacités nutritionnelles du lait. Voilà. Quelle que soit la quantité de tabac fumé. Donc, comme je l'ai noté, une teneur plus faible en lipides, un lait moins calorique, moins protidique, et une diminution des propriétés antioxydantes et une altération du statut immunitaire. Donc le lait serait moins protecteur quand la mère fume. Donc un lait moins intéressant. A priori, il faudrait 6 mois d'allaitement exclusif pour compenser les effets délétères du tabagisme sur la qualité du lait maternel. Voilà. Or, c'est quand même très rare et on pense, enfin c'est peu probable en France, on pense que les effets délétères du tabagisme passif sur l'allaitement maternel sont les mêmes que ceux du tabagisme actif, donc le tabagisme auquel la mère elle-même est exposée si elle ne fume pas. D'où l'enjeu de prise en charge de l'entourage proche, du coparent, éventuellement de la famille s'il n'y a pas de coparent. Voilà, puisque certaines mères vivent encore chez leurs parents, voilà, sont dans des situations d'isolement. Alors, les risques pour l'allaitement, en fait, je vous ai parlé donc de l'altération de la qualité du lait, d'un bénéfice de l'allaitement qui est discutable pour la prévention donc, des infections respiratoires, des coliques, des déficits cognitifs, de l'obésité, de la mort subite du nourrisson.
On ne sait pas actuellement dans quelle mesure l'allaitement pourrait protéger les enfants de ces risques. Mais l'allaitement est un facteur associé à une diminution du tabagisme. Ça veut dire quand même qu'une mère qui n'a pas pu se sevrer du tabac avant l'accouchement, qui ne se sèvre pas non plus après l'accouchement, va quand même, si elle allaite, moins fumer. Voilà. Donc, je vous présenterai les recommandations actuelles, mais pour l'allaitement, elles sont en lien avec ce constat-là. Alors, le tabagisme passif, on en parle, on sait qu'il y a beaucoup de victimes, je crois qu'il y a 7000 morts par an, toute population confondue, donc de gens exposés au tabagisme passif qui en sont malades et voire qui en décèdent. Alors, quand on fume une cigarette, on inhale un courant primaire avec ces substances toxiques, le monoxyde de carbone dont nous avons parlé. Ensuite, on va expirer la fumée inhalée. Entre deux bouffées fumées, il y a un courant secondaire qui est issu de la combustion de l'autre extrémité, de l'extrémité de la cigarette. Donc, on parle de combustion entre deux inhalations. Et le courant tertiaire, c'est la somme de l'air expiré et du courant secondaire issu de la combustion entre deux inhalations. Donc, il a été démontré récemment sur des études, alors dans une moindre mesure, une association entre le tabagisme passif, donc ce courant tertiaire, et le petit poids de naissance des enfants et la prématurité. Voilà, je vous ai mis un schéma issu donc d'une de mes références, donc processus de combustion d'une cigarette. Donc de Conchita Gomez Delcroix. Voilà, le courant secondaire, le courant tertiaire, c'est la somme de la fumée expirée du courant secondaire. Voilà. Et c'est vrai que ce courant donc va se déposer sur le mobilier, va se déposer sur les tissus, c'est extrêmement difficile à nettoyer. Il va se déposer sur les cheveux qu'on peut toujours laver, sur les mains qu'on peut laver, sur le visage, mais la laine qui est chargée de courant expiré ne va pas se nettoyer avant 2 heures. Donc, le tabagisme passif, du simple fait de la cigarette, même si une mère n'allaite pas, donc de la cigarette fumée de la mère ou du coparent ou de la personne qui s'occupe du bébé, c'est aussi l'exposition du visage de l'enfant au visage d'un adulte qui a fumé dans les 2 heures précédentes. D'où les enjeux d'accompagnement et de sevrage large, en tout cas d'aide, de conseil et d'aide au sevrage large après un accouchement, dès la maternité. Alors, la réduction du risque liée, associée au tabac fumé et les bénéfices à l'arrêt. Les dernières études nous disent qu'il est très important d'arrêter le plus précocement le tabac pendant la grossesse. Alors, intuitivement, c'est tout à fait logique. Et il est conseillé de l'arrêter avant la 15e semaine pour annuler les risques dont je vous ai parlé, en particulier le risque de retard de croissance. Voilà. Qui là, dans ce cas-là, est en lien avec une cause vasculaire et certains agents du tabac. Il y a une relation dose dépendante entre certaines complications, celle du premier trimestre et le petit poids du bébé. Il y a une relation, mais en réalité, seul le sevrage complet permet d'éviter l'hypoxie en lien avec l'inhalation du monoxyde de carbone. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui doit être expliqué aux mères. Hein. Ça peut... je vous donnerai de mon humble point de vue des conseils de communication aux femmes enceintes qui ont du mal à se sevrer. C'est important de parler de la relation dose-dépendante, mais il ne faut quand même pas complètement rassurer les gens en leur disant que voilà, moins ils fument, mieux ce sera. Il faut trouver le juste discours dans l'intérêt de l'enfant et du bon déroulement de la grossesse. Mais c'est vrai qu'à l'échelle d'une vie, la seule réduction du risque de maladie évitable liée au tabac, c'est l'arrêt. Pour la grossesse, on a une relation dose-dépendante qui reste intéressante. Donc, l'idéal, c'est de tout évincer, les 7000 composés toxiques de la fumée, mais ce n'est pas toujours possible.
L'arrêt du tabac pendant la grossesse diminuerait aussi le risque de mort subite du nourrisson. Il y aurait moins de morts subites quand les femmes ont réussi à se sevrer avant le dernier trimestre que quand les femmes continuent à fumer jusqu'à l'accouchement. Alors, les recommandations. Il y en a une que vous connaissez certainement déjà tous, puisqu'elle a 10 ans, c'est la recommandation de l'HAS, telle que tous les professionnels de santé doivent conseiller à un fumeur d'arrêter de fumer, quelle que soit la forme du tabac utilisé, et doivent également lui proposer des conseils et une assistance pour arrêter. Deuxième recommandation, donc il est recommandé d'identifier et de repérer une consommation de tabac chez la femme ou son conjoint avant la grossesse. Bon, on va parler de coparents plutôt que de conjoints. En fait, il y a des contraintes pendant la grossesse, en particulier la temporalité, les semaines, les mois qui passent vite. Voilà. On n'aborde pas du tout la question des consommations de produits et des addictions de la même façon pendant la grossesse que pour un individu qui n'est pas enceinte. Et l'anticipation a vraiment tout son sens. L'idéal serait des consultations préconceptionnelles. En pratique, il n'y en a pas, très peu. Une partie des mères concernées, mais moi je trouve dans ma pratique une petite partie, mais voilà, ça doit être aussi bassin de population que je suis à Bicêtre. Je ne peux pas généraliser à toutes les régions, toutes les maternités. Il y a très peu de consultations préconceptionnelles. Il y a des couples qui accèdent à cette information, à cette proposition d'aide de sevrage tabagique avant la conception dans les parcours de procréation médicalement, d'assistance médicale à la procréation. Donc là, les recommandations, vous pouvez les trouver intégralement. C'est les recommandations des experts du CNGOF et de la SCPT. Voilà, le rapport en 2020 qui nous dit que les consultations prénatales sont des moments de prédilection pour repérer les femmes enceintes tabagiques et les aider à arrêter de fumer, car elles sont alors plus réceptives aux informations données sur les effets nocifs pour le fœtus. Il est vrai qu'il est parfois compliqué pour les gens de penser en termes de prévention et de se projeter dans des complications futures qui restent très théoriques. Voilà, ça fonctionne pour certaines personnes, les soignants sont sensibles à ça, mais toute la population n'y est pas. On nous conseille aussi en périnatalité de développer une offre de soins de proximité accessible à chaque femme enceinte fumeuse. Voilà, donc si possible, regrouper les actions dans une unité de lieu. J'y reviendrai tout à l'heure. Et l'idéal pour cela, c'est le service de maternité où la patiente est suivie. Mais il peut y avoir des unités de lieu antérieures au suivi hospitalier, la PMI, un CMS. En tout cas, plutôt laisser la femme enceinte avec les femmes enceintes plutôt que d'aller peut-être dans une structure, par exemple pour des hospitalisations. Alors, on ne fait pas d'hospitalisation pour sevrage en tabacologie, alors que pour l'alcool, évidemment, et c'est même une urgence. En fait, si on peut, c'est mieux d'hospitaliser une femme enceinte dans une maternité, en service de grossesse à haut risque, plutôt que dans un service d'addictologie. Ça peut être très stigmatisant. Toujours dans les recommandations dès la grossesse. Donc, le repérage, eh bien, plus il sera précoce, plus il sera efficace, puisqu'il faut ensuite mettre en place, si la femme le souhaite, un accompagnement, une aide. En pratique, en fait, si 55% des femmes arrêtent spontanément de fumer après la découverte de la grossesse, c'est qu'elles savent toutes que c'est peu compatible, que c'est dangereux. Si elles ne sont pas complètement informées, elles le savent. Voilà. Je me rends compte que les niveaux de connaissance sont extrêmement variables, mais en fait, tout le monde sait que fumer pendant la grossesse, c'est déconseillé. Les coparents le savent, l'entourage le sait. Voilà. Si c'était simple, elles le feraient toutes. Mais donc, il faut repérer précocement et il faut informer. Alors, quand on interroge sur le tabac, on doit aussi interroger toutes les autres consommations. Souvent, les femmes polyconsommatrices, donc qui vont avoir consommation d'alcool
avec ou sans addiction avant la grossesse, les femmes qui fument du cannabis consomment aussi du tabac. Donc, on doit repérer toutes les substances psychoactives qui ne font pas bon ménage avec la grossesse et qui peuvent être dangereuses pour le fœtus, qu'elles soient illicites ou licites. Donc, l'alcool, le tabac, le CBD aussi, parce que surtout quand il est fumé, consumé, voilà. On doit repérer aussi les médicaments qui sont prescrits et utilisés encore de façon inadaptée. Je pense aux opiacés ou en automédicaments, les benzodiazépines. Voilà. Donc, en fait, on doit tout repérer, les molécules de substitution. Ça, ce sont des recommandations très récentes de mai 2024. Donc, il y a une fiche que j'ai nommée, là, une fiche recommander les bonnes pratiques, situations particulières de vulnérabilité pour la femme enceinte, où tout est détaillé. Alors, les femmes enceintes et leur entourage proche savent intuitivement que le tabac est dangereux. Quelquefois, elles croient que c'est la nicotine qui est dangereuse, et elles ne sont pas les seules à penser ça d'ailleurs. Donc, il ne faut pas avoir peur de tout réexpliquer. On peut dire les choses, dire les risques, proposer une aide sans culpabiliser. La première culpabilité, elle vient de la femme elle-même. Ça, moi, je l'ai observé dans ma pratique. Les collègues qui sont confrontés disent la même chose. Donc, il est important de sensibiliser la patiente sans la stigmatiser, avec un discours qui va être très neutre, mais je crois qu'il faut vraiment dire les faits. Les gens ont besoin de savoir, de connaître un peu les conséquences de leur comportement pour pouvoir décider d'un changement. Voilà, donc sensibiliser la femme sur les conséquences de l'exposition à des substances, c'est vraiment très important, en particulier neurodéveloppemental. Donc là, avec le tabac, on y est un petit peu moins qu'avec le cannabis et évidemment avec l'alcool, mais on y est quand même. Donc les conséquences fétales et néonatales. Il faut lui proposer une aide et lui présenter la prise en soins périnatales. Et des études ont prouvé que la connaissance par les mères, donc des effets néfastes du tabagisme, était un bon prédicteur de la volonté d'arrêter de fumer pendant la grossesse. Voilà. Alors, j'ai rajouté avec tact, car la femme enceinte est souvent surprise de rencontrer des difficultés de sevrage et en culpabilise. Alors oui, il y a beaucoup de femmes enceintes qui fument et qui disent je comprends pas, je fume encore, j'ai toujours imaginé que j'arrêterais. Je me suis toujours dit que j'arrêterais quand je serai enceinte, et là, j'y arrive pas, c'est difficile. Voilà, donc bon, si vous assistez au webinaire, est-ce que vous avez conscience du caractère addictif de la nicotine dans la cigarette et des autres dépendances? Voilà, c'est pas si simple. Alors, les outils de dépistage, il y a le repérage précoce et d'intervention brève, le RPIB, qui est vraiment à la portée de tout professionnel qui souhaite appliquer les recommandations, qui ne prend pas beaucoup de temps, alors qui en prend un petit peu quand même, mais qui peut se faire en quelques minutes. Donc, il s'agit donc de demander à la patiente si elle fumait avant la grossesse, si elle consommait de l'alcool, du cannabis, d'autres substances, si elle prenait des médicaments. Lui demander ensuite comment a évolué la consommation pendant la grossesse, en nombre de cigarettes, et lui dire que voilà, ça peut entraîner telle conséquence. Si on ne veut pas tout dire, si on n'a pas le temps de tout dire, vraiment se centrer sur le fait qu'il y a du monoxyde de carbone, qu'il y a une hypoxie chronique, que dans ces conditions, la grossesse peut se compliquer, l'utérus peut se contracter prématurément, le placenta peut ne pas bien faire son travail, les artères non plus, et voilà, il peut y avoir des complications, un défaut de croissance du bébé. Alors, il ne faut pas tout de suite parler d'anomalie du rythme cardiaque fœtal ou de mort fœtale in utero, parce qu'on a aussi retrouvé ça. Mais voilà, dire que, voilà, que ça altère la qualité des échanges et l'environnement du bébé. Et puis, orienter, voilà, dire qu'on peut proposer une aide à la femme, que les substituts sont autorisés et conseillés pour aider
accompagner le sevrage si la patiente n'arrive pas toute seule. Et donc, voilà, pas hésiter à orienter après avoir interrogé et fait un petit état des lieux des consommations avant et pendant la grossesse. Ce sera intéressant plus tard, quand on a le temps aussi d'interroger les consommations du coparent. Alors, moi, je pense à mes collègues. Moi, voilà, je fais des consultations de tabacologie. J'ai des créneaux plus longs quand je suis des grossesses et patientes qui consomment des substances psychoactives. Donc, c'est plus simple pour moi. Ça fait partie de mes missions. Et donc, je peux développer les sujets, mieux informer, mieux conseiller, interroger aussi éventuellement l'entourage, en tout cas via la patiente. Euh, donc moi, je conseille toujours aux collègues qui n'ont pas le temps de faire ce travail-là, qui ne sont pas à l'aise pour le faire, de facilement orienter, en fait. Voilà, alors, vers moi si on travaille à côté, ou vers d'autres professionnels de proximité si les patientes sont un peu éloignées de la maternité. Enfin bon, le dispositif est prévu pour que je puisse aider les femmes inscrites dans le service. Le projet d'allaitement, c'est un bon levier hein, pour le sevrage. Voilà, quand on explique simplement que on sait maintenant que la qualité du lait est altérée par du tabac fumé pendant. Voilà, je pense que c'est motivant pour les mamans de se projeter dans cet après-accouchement. Voilà. Mais il faut leur expliquer pourquoi. Alors, certaines maternités utilisent depuis une vingtaine d'années un questionnaire qui a été conçu par le groupe d'études grossesse et addiction, qui s'appelle le GEGA, qui initialement était un groupe réunissant des gens de du secteur néonatal, plutôt en pédiatrie, et puis qui s'est élargi à la prise en charge de la femme enceinte. Cet auto-questionnaire est utilisé dans certaines maternités. Il comporte 21 questions. Il permet un triple repérage, en tout cas peut servir de support pour repérer ensuite en entretien, en duel, patiente avec sage-femme ou obstétricien, en consultation de suivi de grossesse, pour repérer les consommations, les violences conjugales ou violences autres, et des signes de dépression et de troubles du comportement alimentaire. Voilà, donc le questionnaire du GEGA, dans le service où je travaille, il n'a pas encore été déployé. Nous avons le projet de le faire à court terme. Il s'agit maintenant de communiquer autour de ça. Et donc, ça peut être utile. Il peut être utilisé dans toutes les structures, en PMI, dans les centres de santé. Enfin, il n'y a pas du tout d'exclusivité pour un service hospitalier. Je vous l'ai mis. Donc, vous accéderez, je crois, au webinaire qui est enregistré. On y accède sur le site du GEGA très facilement. Il a été remis à jour pour début 2024. Voilà, les questions ont été repensées. Il se présente de façon à être interprété facilement grâce aux croix dans les colonnes, oui ou non. Donc, j'avance. Alors, les recommandations pour l'allaitement. En fait, on a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, et je l'entends encore autour de moi, que quoi qu'il arrive, l'allaitement maternel restait bénéfique même si la mère fumait et qu'il fallait l'encourager. Et en fait, comme je vous l'ai transmis tout à l'heure, on n'a aucune étude qui nous prouve que l'allaitement conserve certains bénéfices quand la mère fume. Néanmoins, les experts nous recommandent de favoriser l'allaitement chez les femmes non sevrées pour limiter le tabagisme et donc limiter l'exposition au tabagisme passif du bébé. Le recours à des traitements de substitution à la nicotine est tout à fait possible pendant l'allaitement. Il n'y a pas de restriction concernant la nuit, le jour. En tout cas, je ne l'ai pas retrouvé dans les études récentes ni les dernières recommandations. Voilà, je vous ai noté qu'avec les patchs, les quantités de nicotine et de cotinine ingérées par l'enfant via le lait correspondent à 7,8% des doses, ce qui est peu. Et donc, par contre, il n'y a pas toutes les substances toxiques qui accompagnent la nicotine.
Donc, les recommandations pour l'allaitement, c'est de laisser un intervalle libre entre la cigarette fumée et l'allaitement pour diminuer la concentration de nicotine dans le lait. Et la seule recommandation que j'ai retrouvée, c'est ne pas fumer juste avant d'allaiter, puisque la nicotine arrive très vite dans la circulation sanguine. Le lait est fabriqué quand l'enfant tète, donc de façon très rapide. Et donc, il est conseillé de fumer juste après avoir, de fumer, oui, juste après une mise au sein. La mise au sein, elle peut quand même durer 20 minutes de chaque côté, plus une pause entre les deux seins. Voilà. À une époque, on a dit qu'il fallait attendre 2-3 heures après une cigarette pour allaiter. Et en fait, on ne dit plus ça. Voilà. Des études des années 90, donc j'ai préféré pas les mentionner parce qu'elles me semblaient très anciennes, rapportent que la nicotine, on pense que 50% de la nicotine est éliminée au bout de 2 heures et 90%, pardon, au bout de 6 heures. Voilà, ça c'est ancien. Donc, on n'a plus de consignes. Le message à transmettre, c'est si vous fumez, la cigarette, c'est le moins souvent possible après la tétée et impérativement à l'extérieur, à distance du bébé. Alors, aucun parent ne fume près de son bébé, mais faut quand même leur dire. Voilà, mais par contre, voilà, c'est le moins de cigarettes possible. Et dans cette mesure, l'allaitement maternel doit être favorisé. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues autour de la consommation de tabac fumé, autour des traitements pendant la grossesse, autour de l'allaitement. Donc, les fausses croyances, malheureusement, pour 45% des mères fumeuses, c'est j'arrêterai de fumer quand je serai enceinte. Voilà, toutes n'y arrivent pas. Il y a un adage, alors qui, de façon un peu surprenante, circule encore parmi des professionnels et même des professionnels de la périnate, c'est mieux vaut fumer 5 cigarettes par jour que d'être stressé en arrêtant de fumer pendant la grossesse. Ça ne s'appuie sur absolument aucune étude scientifique. Ça, c'est extrêmement projectif. Effectivement, si on est dépendant physiquement à la cigarette, qu'on a une comorbidité psychiatrique, à type de trouble anxieux, se sevrer du tabac, ça peut être stressant, hein, vous connaissez, voilà, il y a des signes de sevrage. Avec les substituts, on supprime les signes de sevrage. Une mère anxieuse, elle a souvent peur d'empoisonner son bébé quand elle fume. Donc, de toute façon, elle sera bien plus rassurée en modérant sa consommation, voire en arrêtant, et elle ne sera pas stressée. Et donc, ces 5 cigarettes par jour ne signifient absolument rien. Il y aura de toute façon du monoxyde de carbone et des substances toxiques et une hypoxie chronique. Voilà, avec 5 cigarettes. Donc, voilà, j'espère que le message va passer et on va cesser de dire ça. Moi, j'ai eu des patientes qui m'ont dit, mon gynéco m'a pas conseillé d'arrêter, il m'a dit que c'était bien de diminuer un peu. Et de fait, voilà, cette femme, elle était déjà 28 semaines d'aménorrhée quand je l'ai rencontrée. Elle n'était pas très bien. Je pense qu'elle aurait pu faire un travail de sevrage qu'elle a essayé de faire après. Je crois qu'elle avait réussi, mais voilà, c'est pas. Il faut éviter de véhiculer ce genre de message qui ne s'appuie sur aucune étude. Alors, les gens croient que les traitements substitutifs sont contre-indiqués pendant la grossesse et l'allaitement. C'est faux. Ils ont l'autorisation de mise sur le marché depuis 1996 et il n'y a aucun problème. Voilà, on a vu que les doses de nicotine ingérées étaient faibles, en tout cas, et administrées de telle façon que ça n'ait pas un effet nocif pour l'enfant. Psychostimulant nocif. Donc, les gens croient aussi que la nicotine est dangereuse pour le fœtus et que les traitements substitutifs peuvent déclencher une dépendance chez le bébé, voire un syndrome de sevrage. Il faut vraiment rassurer les gens là-dessus, les professionnels. Les syndromes de sevrage du nouveau-né, j'en ai pas parlé, mais ils sont décrits hein, en cas de tabagisme important. On voit des bébés qui ont des syndromes de sevrage parce que leur mère a fumé jusqu'à la fin, elle ne s'est pas sevrée et a beaucoup consommé. Ou moins, parce que l'expression d'un syndrome de sevrage, elle varie aussi en fonction du nouveau-né pour toutes les molécules. En tout cas, voilà, il faut rassurer les femmes enceintes, leur dire que là, le sujet pour elles, c'est pas la nicotine.
un être humain n'est pas fait pour avoir de la nicotine. Néanmoins, là, tout est mieux que la cigarette. Et donc, si on a besoin de nicotine, il est intéressant d'en avoir via des substituts pour pouvoir arrêter de fumer ou fumer le moins possible. Et par rapport à la relation dose dépendante entre certaines pathologies et le tabagisme actif pendant la grossesse, c'est vrai que c'est intéressant en étant substitué de fumer différemment. Voilà, il y aura moins d'autotitration, moins de monoxyde de carbone, moins de toxiques, donc ça reste intéressant, même si il n'y a pas de sevrage complet. Autre idée reçue et fausse croyance, on ne peut pas fumer avec un patch. Là, il y a même des pharmaciens qui disent ça, donc je sais pas s'il y en a dans... J'étais un peu surprise, hein, c'est ce que m'a dit une de mes patientes hier. Alors, il est possible qu'elle n'ait pas bien compris, mais je crains qu'elle n'ait bien compris. Comme les gens ont peur de la nicotine, eux-mêmes pensent volontiers que c'est dangereux de fumer avec un patch. Il faut bien expliquer que non, ça n'est pas dangereux, c'est juste écœurant et que ça peut décourager de fumer. Obligé à écraser la cigarette avant la fin. Enfin, on est obligé de rien, mais en tout cas incité à écraser la cigarette avant la fin et que de ce fait, ça reste très intéressant. Il y a également des gens qui disent il est trop tard pour arrêter de fumer, soit des patientes qui le disent, soit des professionnels qui leur ont dit. Ça aussi, je peux en témoigner. Et puis, ben, je vous ai rajouté en italique, mieux vaut allaiter en continuant à fumer. Ben, ça, on n'en est plus sûr actuellement. Voilà. Donc, sauf que ça diminue le tabagisme. L'allaitement est un facteur protecteur, comme la grossesse, qui encourage à limiter la consommation. Alors, comme dans toute période de la vie, il y a des leviers et des freins au sevrage en période périnatale. Alors, juste pour préciser, je ne l'ai pas fait au début de l'exposé, théoriquement, la période périnatale, au sens large, en fait, c'est vraiment la période avant la naissance, depuis la conception jusqu'à, on va dire, la première année de vie des enfants, les 1000 premiers jours. Voilà, donc je crois qu'en théorie, ça commence à la 22e semaine de grossesse et ça se termine à 7 jours après l'accouchement. Mais on l'aborde de façon plus large. Donc, la grossesse, c'est vraiment une période tout à fait favorable au changement, avec une sensibilité de la mère aux informations, souvent le désir de faire ce qui est mieux pour son bébé. Et c'est la période de la vie où il y a plus de tentatives d'arrêt. Dans la vie d'une femme, les grossesses sont les périodes où il y a le plus de tentatives d'arrêt et le plus de réussite. Les femmes fument moins et s'arrêtent plus facilement de fumer quand elles ont le soutien de leur partenaire ou d'un membre de l'entourage proche. Ça a été observé dans beaucoup d'études. Et des études anglo-saxonnes ont identifié une association bénéfique entre l'attachement altruiste maternel envers le fœtus et l'arrêt du tabac pendant la grossesse. L'attachement altruiste maternel, c'est une forme d'expression d'empathie envers l'enfant, voilà, en voulant faire le bien pour lui. Alors, ça, c'est une notion très anglo-saxonne. Il y a eu peu d'études en France faites autour de ça. Un autre levier donc au sevrage, c'est le projet d'allaitement maternel, qui je pense qu'il est intéressant d'interroger dès la grossesse pour motiver une femme à se sevrer du tabac. La motivation financière, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Enfin, je détaillerai cette question. Il y a des études qui ont... une étude qui a été faite en France, qui était très intéressante, qui proposait une récompense financière sous forme de bons à des patientes qui arrêtaient de fumer. Et la motivation financière fonctionne pour la femme enceinte. Sachant que le tabac est plus représenté, la prévalence du tabagisme chez la femme en âge de procréer est d'autant plus élevée que la catégorie sociale, socio-professionnelle est moins élevée.
et donc la motivation financière est pertinente. Les nausées et les vomissements du premier trimestre, avant même la découverte de la grossesse, sont aussi un levier pour le sevrage par dégoût. Mais on va voir qu'après, malheureusement, le besoin de nicotine augmente. Alors, les freins. Donc, il y a des freins au sevrage pendant cette période qui pourtant est une dite de grande motivation. Le premier frein, c'est un frein d'une augmentation liée à une augmentation des besoins physiques en nicotine pendant la grossesse. Donc ça, c'est lié à des modifications métaboliques du métabolisme de la femme enceinte, du métabolisme de la nicotine, donc la clairance métabolique et rénale, et qui fait que dès le 4e mois de grossesse, on a des risques de symptômes de sevrage et des envies de fumer augmentées en lien avec cette augmentation du besoin de nicotine. Très important, il est très important d'expliquer aux femmes enceintes parce que ça donne vraiment du sens à ce qu'elles vivent, ce qu'elles sentent quand elles essaient de modérer leur consommation. Il est très rare Enfin, moi, je vois très rarement des femmes qui n'ont absolument pas modifié leur comportement tabagique. J'en ai rencontré, c'est un petit peu déroutant, mais toutes essayent de faire quelque chose et parmi les 45% qui n'arrivent pas à arrêter de fumer toutes seules pendant le premier trimestre, au début du deuxième trimestre, beaucoup quand même essayent de diminuer, mais parfois avec de grandes difficultés. Et en fait, quand on évalue la dépendance, on comprend que les difficultés sont liées vraiment à un besoin biologique de nicotine augmenté. Donc, les études s'accordent pour dire que les femmes enceintes qui fument jusqu'à l'accouchement présentent un degré élevé de dépendance. Je vais revenir à cette notion de dépendance. Et donc, dès le 4e mois, début du deuxième trimestre, et également à l'approche de l'accouchement sur les dernières semaines, entre 7 mois et demi et le terme, il y a un risque de craving, donc de besoin impérieux de fumer. Les femmes enceintes rapprochent ça de l'anxiété à l'approche de l'accouchement. Donc, il y a certainement une cause somatique et une cause psychologique à ces cravings. Voilà. Donc, il faut être vigilant. Alors, parmi les freins au sevrage, on note aussi la peur de grossir, puisqu'il est volontiers dit que les gens qui arrêtent de fumer prennent beaucoup, beaucoup de poids. Sur les études, on pense que globalement, il s'agit de prendre 3,5 kg en moyenne. Mais donc, et rassurer les femmes en leur disant que le grignotage fait partie des signes de sevrage et que si elles sont correctement substituées, elles n'en auront pas ou peu et que donc grossir sera physiologique. Quand c'est expliqué, ça reste rarement un frein, en tout cas dans ma pratique, auprès des patientes que je suis. Les comorbidités psychiatriques, donc dépression, anxiété, psychotrauma, sont des freins au sevrage, ça c'est très clair. Donc, on ne va pas pouvoir faire une thérapie pendant la grossesse, on peut proposer un accompagnement psychologique, on peut proposer une évaluation psychiatrique. Voilà, moi je n'hésite pas à faire intervenir les collègues de la maternité, donc les pédopsychiatres. Le psychiatre adulte, c'est un petit peu plus rare. Quand voilà, il y a souvent déjà un suivi à l'extérieur. Je fais intervenir les psychologues, voilà, qui sont formés à la périnatalité et on travaille mieux à plusieurs autour des patientes fragiles. Et en fait, on a des patientes déprimées, traitées, qui arrivent à se sevrer du tabac. Voilà, c'est un frein, mais c'est pas un obstacle absolu. En tout cas, ça peut expliquer qu'elles aient du mal à se sevrer toutes seules. Alors, la temporalité, ça, c'est notre grande difficulté. Voilà, on est obligé de mettre un petit peu la pression, d'organiser des rendez-vous rapidement, et puis de suivre de façon assez rapprochée les femmes pour les accompagner dans ce sevrage, parce que les semaines passent vite pour le fœtus. Alors, il y a des freins au sevrage, des freins liés à des facteurs socioculturels. Donc, frein au sevrage, c'est aussi des causes de tabagisme plus importantes chez les femmes en âge de procréer. C'est le fait de vivre seule, d'avoir un niveau d'études
qui s'arrête avant le lycée ou à la fin du lycée, d'avoir un faible niveau de connaissances en matière de santé, de ne pas travailler, d'être femme au foyer, de ne pas avoir de profession, d'avoir déjà des enfants, d'avoir une grossesse non planifiée. Ça a toujours On retrouve là cette notion de grossesse non prévue qui met les femmes en difficulté pour tous les produits, mais aussi pour le tabac, et d'avoir de faibles ressources. Et également la présence d'un conjoint ou d'un coparent fumeur qui est considéré comme un frein au sevrage. C'est plus difficile de s'arrêter de fumer quand on vit avec un fumeur que quelqu'un qui ne fume pas ou qui arrête également. Alors, on a vu donc les recommandations, les conseils d'aide qui peuvent être donnés, l'orientation vers le professionnel qui pourra consacrer un temps à l'aide au sevrage, qui pourra suivre la patiente, voir le couple. Là, on va voir un petit peu en quoi consiste l'aide au sevrage pendant la grossesse et après. Donc, c'est toujours pour la femme enceinte fumeuse et pour son compagnon, son conjoint, sa compagne. En pratique, il y a quelques conjoints qui demandent de l'aide, qui ne sont pas forcément assidus après dans le suivi. En tout cas, moi, je propose où j'oriente vers Tabac Info Service. Voilà, en faisant de la prévention de tabagisme passif. Voilà, en redisant ce que j'ai suggéré tout à l'heure, que l'histoire de la cigarette ne s'arrête pas à l'accouchement et qu'il y a des enjeux très importants pour la santé du bébé après. Et également aussi l'enjeu de ne pas exposer la femme enceinte à un tabagisme passif. Voilà. Alors, l'aide au sevrage, elle doit être proposée et mise en place, organisée avant et après l'accouchement. On estime le risque de rechute à 1 an de postpartum autour de 82%. Donc ça, c'était une enquête récente. Je vous ai mis une publication d'octobre 2023. En 2014, l'HAS recommande pour la femme enceinte et pendant l'allaitement, donc en première intention, des entretiens, c'est-à-dire une aide non pharmacologique, avec TCC et soutien psychologique. Et en deuxième intention, la prescription d'un traitement substitutif à la nicotine. Ça, c'est 2014. Du fait de la temporalité, on va s'adapter à ces recommandations parce que quelquefois, il est vraiment utile de prescrire quasiment d'emblée les substituts qui sont très recommandés. Si on évalue, si on évalue une dépense importante, on a probablement intérêt à mettre en place rapidement un traitement parce que l'adhésion au traitement va parfois demander un petit peu de temps à cause des fausses croyances, à cause d'une difficulté à admettre la notion de dépendance. Et donc, voilà, on s'arrange avec ces recommandations. Donc, pour prendre en charge et aider au sevrage, il faut d'abord évaluer la dépendance. C'est vraiment une étape fondamentale dans la prise en charge. On a plusieurs mesures de dépendance possibles, mais en fait, elles n'ont pas complètement prouvé leur utilité pour diminuer la consommation de tabac pendant la grossesse. Donc, en fait, c'est recommandé comme une étape fondamentale dans la prise en charge, mais c'est loin d'être suffisant pour réaliser un sevrage complet. Il faut donc connaître également les critères diagnostiques de l'addiction, donc du DSM-5, et en particulier connaître un peu, pouvoir évaluer les éléments de dépendance psychique à la cigarette. Je vais vous présenter donc les mesures de dépendance qui sont utilisées couramment, préconisées. Avant, un petit rappel sur la complexité de la dépendance à la cigarette. Il y a 3 principales dépendances. La dépendance physique, donc ça c'est une dépendance à la nicotine, qui fonctionne pour le cerveau comme une drogue et dont l'arrêt est à l'origine de signes de sevrage. Une dépendance comportementale, on peut dire que c'est la somme des habitudes prises autour de la consommation de tabac, la dépendance comportementale, qui se tricote
plus ou moins rapidement sur les individus, la consommation. Mais voilà, c'est toutes les habitudes prises en fumant. Et puis la dépendance psychologique, c'est l'envie de fumer par anticipation tout à fait inconsciente de l'effet de la nicotine quand on va fumer. Voilà, ça c'est les trois principales. Donc des tabacologues pensent qu'il y a aussi une composante identitaire, enfin c'est complexe. Et ça concerne beaucoup de gens, 27%. Alors, 4 mesures courantes de dépendance sont identifiées. Le nombre de cigarettes fumées par jour, alors ça, c'est un marqueur déclaratif. Hein, c'est ce que vous demandez, combien de cigarettes fumez-vous? Voilà, vous avez un marqueur déclaratif. Si vous voulez avoir un biomarqueur, donc biologique, il faut utiliser, pour mesurer donc, le niveau de monoxyde de carbone expiré grâce à un testeur de monoxyde de carbone. Il existe donc les scores du test de Fagerström qu'on appelle FTND ou FTCD, Fagerström test nicotine dépendance ou cigarette dépendance. Il existe depuis 1993, il me semble. Et donc, c'est un score qui est simple à réaliser, un questionnaire, un auto-questionnaire en 6 questions et qui donne une bonne idée de la dépendance à la cigarette. On pense quand même qu'il n'est pas le plus fiable pour les éléments de dépendance psychique à la cigarette. Il faut aussi interroger la fréquence des envies, voilà, sachant que la femme enceinte est souvent déjà dans un changement de comportement et modère sa consommation, donc elle a souvent plus d'envie qu'elle ne fume de cigarettes, puisqu'elle fait des efforts. Alors, les échelles de mesure de dépendance, on vous a noté FTND, FTCT, donc ça c'est le plus... Il est utilisé partout dans le monde, beaucoup d'études y font référence. Il y a un autre score qui est utilisé, alors qui est américain, qui s'appelle le WISDM, Wisconsin Inventory of Smoking Dependence Motives. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Donc, il explore 13 domaines de motivation du tabagisme. Voilà. Je n'ai jamais vu utilisé en France. Je l'ai retrouvé dans des études. Des chercheurs anglais, enfin, voilà, ont suggéré qu'il était intéressant pour évaluer la dépendance de la femme enceinte. Il a des qualités psychométriques qui semblent intéressantes en périnatalité. Donc, je vous ai remis un petit rappel sur le Fagerström test nicotine dépendance. On le trouve sur Internet via Amélie, on le trouve sur Tabagora, on le trouve sur Tabac Info Service, on le trouve sur Addict Aid, enfin dans plein de lieux, les gens y accèdent très facilement. Moi, je les imprime, j'en ai une petite réserve avec moi toujours, et quand je débute un suivi, que ce soit en liaison dans une chambre d'hospitalisation ou en consultation, en ambulatoire, je propose ce test. Voilà, dont la conclusion écrite va aller dans le sens de mon discours et je pense que ça peut faciliter l'adhésion à un traitement substitutif, par exemple. Voilà, donc vous avez différents niveaux de dépendance. Il y a parfois des discordances entre le score de ce test de Fagerström et la dépendance dont la femme se sent un peu victime, entre guillemets. Voilà, donc il a des limites, hein, c'est clair sur sur les aspects psychologiques, mais il peut être intéressant. Enfin, il est souvent même intéressant. Voilà, je vous l'ai mis donc sur cette diapo. Alors, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent si vous avez déjà fait des interventions en tabac, si vous êtes fumeur, vous pouvez le tester. Voilà, et vous avez donc les interprétations. Donc, j'utilise aussi pour l'entourage de la patiente, le coparent, le conjoint. Donc, en première intention, on a les moyens d'aide non pharmacologiques. En deuxième intention, les moyens d'aide pharmacologiques. Donc là, c'est le traitement substitutif. Et les autres, j'en dirai un tout petit mot. On n'a pas de validation scientifique concernant les autres moyens d'aide. Et on fera un petit point sur la e-cigarette, qui j'espère va pas trop vous frustrer, mais en France, on n'a pas grand-chose. Alors,
concernant les moyens d'aide au sevrage non pharmacologique, il nous est recommandé de faire ce qu'on appelle du counseling, qui implique globalement toutes les interventions non pharmacologiques. Donc, on peut y trouver l'entretien motivationnel, le soutien psychologique, thérapie comportementale et cognitive, voilà. En fait, aucun type d'intervention n'est supérieur aux autres en termes d'efficacité. Ce qui va beaucoup faire la différence, c'est l'alliance thérapeutique entre la femme enceinte et son professionnel de périnate qui la prend en charge et son adhésion, le suivi global. Voilà, d'où l'intérêt vraiment de proposer des soins regroupés dans un univers qui va sécuriser la patiente. Voilà. Peut-être que la grossesse n'est pas le temps. Alors, c'est bien pour débuter un suivi, mais c'est peut-être pas le temps d'orienter la patiente tant que ça part, plutôt vers une unité de tabacologie ou, si possible, en maternité. J'y reviendrai tout à l'heure. Il n'y a pas des ELSA dans tous les hôpitaux. On essaye voilà, l'ARS essaie de mettre en place des postes. Alors, un petit rappel sur ce qu'il est conseillé de faire en termes de suivi tabacologique. Donc, il peut être fait en ville ou à la maternité en ambulatoire. Il peut être fait en liaison quand la patiente est hospitalisée. Alors, moi, j'ai beaucoup d'orientation en service de grossesse à haut risque. Alors, je suis dans une maternité de niveau 3 où on prend en charge des grands prématurés. Hein. Il y a une réanimation néonatale. Et donc, voilà, on me demande d'intervenir auprès de patientes qui sont là pour des ruptures prématurées membranaires, des menaces d'accouchement prématuré, des retards de croissance intra-utérin qui sont des complications a priori en lien avec le tabac. J'interviens aussi en post-natal, donc après l'accouchement, sur des patients qui n'avaient pas déclaré de consommation de tabac ou qui n'avaient pas souhaité d'aide, ou alors des patientes qui se sont sevrées seules ou avec de l'aide et qui préfèrent avoir des conseils pour ne pas reprendre une consommation après l'accouchement. Dans tous les cas, il est conseillé d'organiser un temps vraiment dédié pour cela. On n'est même pas du tout obligé de travailler avec un dossier médical de grossesse, hein. Voilà, ce qui est déclaratif reste déclaratif. Le testeur de monoxyde de carbone, c'est vous qui l'avez. Donc, on peut. C'est vraiment un temps dédié pour aborder la consommation de tabac et proposer une aide, un accompagnement. Donc, ce sera soit un programme de réduction avant arrêt, soit une planification d'arrêt rapide. Ce sera donc à discuter avec la patiente. Voilà. Les gens qui sont très dépendants ont du mal à envisager un arrêt rapide. Donc, il faut aller à leur rythme, mais en les suivant de façon rapprochée. On fait un accompagnement à la carte, mais voilà, de façon rapprochée et toutes les semaines si c'est possible au début. Et puis ensuite, en fonction des résultats, des attentes de la patiente, de son adhésion au suivi et au traitement, on va pouvoir espacer. C'est bien de rencontrer des gens en chair et en os, de les voir en présentiel, surtout pour une première consultation. Après, on peut avoir, je pense, de la souplesse et proposer secondairement des rendez-vous téléphoniques. Au 3e trimestre, les femmes enceintes peuvent être fatiguées, habiter un peu loin de l'endroit où vous consultez ou de la maternité, et elles sont assez souvent intéressées par un suivi téléphonique. Et puis on les revoit après l'accouchement. Alors juste une première consultation de tabacologie, moi, elle est paramétrée pour durer 45 minutes à 1 heure, sachant qu'on reprend tous les antécédents. Et puis les consultations suivantes sont paramétrées pour une demi-heure. Ça peut être un peu plus long, un peu moins long. Donc, les moyens non pharmacologiques, et je vais vous dire un petit mot des outils motivationnels. Donc, le testeur de monoxyde de carbone, il est vraiment intéressant pour évaluer la dépendance. En tout cas, il faisait partie des 4 outils de mesure de dépendance dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont recommandés dans la littérature. C'est un biomarqueur qui est fiable
il est presque toujours anormal et plus élevé dans le groupe des femmes enceintes fumeuses. Ce n'est pas une surprise puisqu'il y a ce monoxyde de carbone qui reste très longtemps dans le sang. Et donc, le dosage du monoxyde de carbone grâce à ce testeur, il est fonction du nombre de cigarettes fumées par jour. Voilà, par autotitration, c'est-à-dire pour maintenir un taux de nicotine dans le sang supérieur à 20 nanogrammes par millilitre, eh bien, on va fumer à une fréquence variable pour s'autotitrer. Et donc, le monoxyde de carbone généré par l'inhalation de la fumée, le taux va augmenter avec le nombre de cigarettes. C'est peut être aussi un outil motivationnel, c'est-à-dire au fil des consultations, donc cette fois-ci en présentiel bien sûr, de compléter la déclaration et de motiver la patiente pour fumer moins, toujours moins, quand elle voit que son monoxyde de carbone diminue. Alors, la Covid en 2020 a modifié les habitudes et les équipes ont cessé pendant au moins une année d'utiliser ce matériel à cause du risque infectieux. Et donc, ont plus ou moins repris l'habitude d'utiliser cet appareil. Donc là, j'ai trouvé des affiches qu'on peut utiliser et on voit en fait que voilà, pour le fœtus, c'est le monoxyde, du fait de son affinité, enfin de l'affinité de l'hémoglobine pour le monoxyde de carbone, qui est 450 fois plus élevé que l'affinité pour l'oxygène, on a des taux qui sont vraiment dans le rouge assez rapidement. Donc là, vous avez une correspondance à droite, mesure du monoxyde de carbone. Donc ça, je crois que c'est la Ligue contre le cancer ou c'est Tabagora. Cette affiche, excusez-moi, je ne vois plus le petit logo en bas à droite. Mais donc, on a une correspondance entre le nombre de cigarettes fumées par jour, en nombre de cigarettes en bas, puis en paquet, et le monoxyde de carbone. Alors, moi, je ne connais pas de femme enceinte, je n'ai pas rencontré de femme enceinte qui soit encore à 2 paquets par jour. J'en ai rencontré à un paquet et demi. Des patientes à 2 paquets avant la grossesse, oui, bien sûr, et qui passent à un paquet et qui quelquefois ont du mal à diminuer toutes seules. En dessous, d'où l'intérêt de l'aide, des conseils et de l'aide. Alors, ça, c'est un schéma de balance motivationnelle, de balance décisionnelle, pardon, qui se présente souvent plutôt sous la forme d'un tableau. Ça, c'est un outil motivationnel quand vous avez l'impression qu'il y a une ambivalence dans le projet de sevrage. C'est-à-dire, la patiente vous dit, bon, je suis enceinte, je sais que je ne dois pas fumer, je ne veux pas fumer, je vais m'arrêter, voilà, j'ai peur pour ma grossesse, pour mon bébé, je veux faire des économies, voilà. Elle a plein de motivations et puis ben, ça coince. Ça coince, elle n'adhère pas au traitement, elle n'utilise pas correctement les patchs, elle diminue peu le nombre de cigarettes, voilà, on sent qu'il y a, voilà, il y a une ambivalence. Et donc, pour l'explorer, on a cette balance décisionnelle qui est intéressante, avec en gros quatre pôles. 2 pôles sur je poursuis ma consommation, quels sont les avantages à la poursuivre, quels sont les inconvénients à la poursuivre, et puis j'arrête de fumer, donc j'interromps ma consommation, quels sont les avantages à arrêter de fumer, quels sont les inconvénients à arrêter de fumer. Voilà, ça c'est utilisé pour tous les suivis addictaux, et donc c'est très intéressant pour la femme enceinte aussi. Donc vous pouvez aussi la trouver sous forme de tableau sur Internet, mais je trouvais que le schéma de la balance était joli. Alors, un petit mot complémentaire sur la motivation financière. Donc, c'est une étude qui a été menée en France. Donc, l'article a été publié en janvier 2022. C'était un essai randomisé réalisé auprès de 460 femmes enceintes fumeuses dans 18 maternités de France. L'abstinence était diagnostiquée sur consommation déclarée plus un monoxyde de carbone dosé à 0 ou en dessous de 10 ou 5 parce qu'on peut, voilà, si on a marché 1 heure dehors, on n'a pas un monoxyde de carbone à 0. Donc, il était proposé aux femmes enceintes, voilà,
une incitation financière de 500 euros, 520 euros maximum en bon cadeau, sous réserve de sevrage tabagique complet. Et donc, cette étude a donné des résultats tout à fait encourageants. La conclusion était que l'incitation financière conditionnée à l'arrêt du tabac a plus que doublé l'abstinence tabagique tout au long de la grossesse. Donc, cette motivation financière n'est absolument pas secondaire. Surtout chez des profils de femmes qui sont seules, qui ont un bas niveau d'études, qui ont de faibles ressources. Alors, il vaut mieux que ça vienne d'elles, évidemment. On ne va pas leur dire, bon, et pour l'argent, mais ça peut être dit dans un échange en disant, avez-vous une idée du coût du tabac, combien? Et puis, en fait, les gens font des calculs et sont assez surpris du calcul. Peuvent économiser entre 200 et 400 euros par mois, hein, pour certaines. Donc, c'est un argent qui est très utile pour elles, pour accueillir leur bébé. Alors, les moyens d'aide pharmacologiques, ce sont les substituts. Il n'y en a pas d'autres puisque les molécules varénicline et bupropion sont contre-indiquées pendant la grossesse. Je crois que de toute façon, la varénicline n'est plus commercialisée. Donc, les substituts, traitement de substitution à la nicotine. Le discours, c'est vraiment que quand la nicotine n'est pas fumée, c'est la meilleure des alliés pour arrêter de fumer. Voilà, pour traiter la dépendance physique. Ça, les gens le comprennent. On peut faire des petits dessins, expliquer que quand on fume une cigarette, on a 10 shoots de nicotine très rapides dans le sang et donc une stimulation du cerveau qui donne l'effet attendu, mais qui développe la dépendance, qui parvient très rapidement au bébé. Alors que là, avec un substitut, c'est beaucoup plus doux et donc sans danger. Donc, ces substituts, malgré le petit logo qui est sur les femmes enceintes depuis une loi votée en 2017 pour prévenir l'automédication des femmes enceintes, malgré ce petit logo, vous pouvez vraiment rassurer vos patientes. Les substituts ont l'autorisation de mise sur le marché depuis très longtemps, depuis à peu près une petite trentaine d'années. Ils sont remboursés par l'assurance maladie. Il y a plusieurs marques avec des remboursements, des déremboursements en fonction des marques. Mais quand on les prescrit, il est très important de dire à la patiente que c'est remboursé, que le pharmacien doit lui fournir ou commander quelque chose qui est remboursé et conforme à la prescription. Donc, les experts recommandent de proposer à toute femme enceinte qui n'a pas réussi à arrêter de fumer sans aide médicamenteuse de donc proposer ces substituts en les rassurant donc sur leur innocuité et puis et les proposer assez rapidement parce qu'il y a la question de la temporalité pendant la grossesse, des enjeux d'oxygénation pour l'enfant qui sont très importants au 3e trimestre. Voilà. Alors, évidemment, le soutien psychologique va accompagner la prescription des substituts, puisque le substitut ne va pas remplacer la motivation de la femme. Donc, il y a un vrai travail motivationnel à faire, de mise en confiance, de soutien. Donc, les substituts peuvent être prescrits depuis janvier 2016 par le médecin, dont les médecins du travail, les infirmiers, les dentistes, les masseurs et les sages-femmes, les masseurs kinésithérapeutes et les sages-femmes. La posologie du traitement et les formes galéniques, donc orales, donc transcutanées, buccales, vont être fonction du profil et du niveau de dépendance de la patiente. Donc la dépendance physique va être vraiment traitée efficacement par les patchs, donc en transdermique. La dépendance psychologique, comportementale, ce sera plus par les formes orales pour amener la nicotine assez rapidement au cerveau, à peu près en 5 minutes. Je vais vous montrer après les formes qui existent. En pratique, il y a une bien meilleure adhésion au traitement quand il est bien expliqué lors de la prescription, lors de la délivrance, avec une possibilité de réévaluation à court terme. Je me suis permis de préciser ça parce que les pharmaciens peuvent délivrer des substituts et donc il y a des gens qui prennent, voilà, des femmes enceintes qui ont envie d'arrêter de fumer, qui prennent l'heureuse initiative d'aller seules en pharmacie, de demander un conseil
Malheureusement, le pharmacien peut vraiment manquer de temps pour bien expliquer le traitement et surtout ne sera peut-être pas en capacité de le réévaluer. Et en pratique, moi, j'ai compris grâce à mes patientes que quelquefois, l'adhésion n'était pas bonne parce que ça n'avait pas été suffisamment expliqué, parce que les femmes enceintes, de façon générale, se méfient des médicaments. Elles ont raison d'être prudentes et qu'il faut bien expliquer comment ça fonctionne et les effets. Je vais y revenir. Donc, les recommandations, c'est le même dosage quand il est efficace pendant 3 mois, et puis ensuite une décroissance progressive, et bien expliquer aux femmes qui débutent un traitement pendant la grossesse qu'il ne faudra pas l'arrêter à l'accouchement, que le besoin en nicotine va rapidement diminuer, l'anxiété qui accompagnait les dernières semaines de grossesse va également souvent diminuer quand le bébé est là. Alors, l'anxiété peut revenir après. On sait que le risque de dépression postnatale est estimé à 20% actuellement, que la vie avec un nouveau-né n'est pas facile, elle est fatigante, elle est source d'anxiété, surtout chez les femmes fragiles. Donc, de même qu'on va poursuivre un traitement substitutif instauré pendant la grossesse, on va poursuivre le suivi et voilà, accompagner cette fragilité postnatale et le risque de rechute. Donc, prévenir les gens qu'il ne faudra pas arrêter brutalement le traitement et pas seul peut-être, et être patient avant de le diminuer. Que c'est absolument pas dangereux, qu'il n'y a aucun entretien de dépendance. Donc voilà un petit dessin. Ça, c'est un patch opaque. Il en existe des transparents en fonction des marques. Donc ça, c'est la voie transdermique du traitement substitutif à la nicotine. Alors, le dosage. En fait, on va calculer un dosage a priori adapté aux besoins de nicotine de la patiente en s'appuyant sur sa consommation de cigarettes avant la grossesse. On peut pondérer ça si elle a vraiment beaucoup diminué toute seule sa consommation et qu'elle exprime pas trop qu'elle vous dit qu'elle n'a pas trop de craving. Mais on va calculer ainsi, une cigarette industrielle, c'est 1 à 1,5 mg de nicotine inhalée. Et une cigarette roulée, c'est 2 à 3 mg de nicotine. Voilà, c'est en gros 2 fois plus. Euh, donc, il faut toujours bien demander quel type de tabac est fumé. Excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne. Ensuite, donc il y a deux grands. Alors, il y a des patchs de différentes marques. Je ne vous donne pas les noms ici. Je ne peux pas faire de publicité, je n'ai pas d'intérêt. Il y a des patchs de 7, c'est le plus faible dosage, 14 ou 21. Évidemment, on peut les cumuler. On peut mettre un 21 plus un 14, un 21 plus un 7. Voilà. On peut mettre deux 21, il n'y a aucun danger. Voilà, l'important, c'est d'être efficace. Il existe aussi donc des patchs, le 10, c'est à peu près l'équivalent du 7, le 15, c'est 14 et 25, c'est le plus fort. C'est par 16 heures ou par 24 heures. En réalité, tout le monde s'accorde pour dire que laisser un patch 24 heures, c'est très intéressant pour une femme enceinte, même une mère allaitante. Parce que même si le patch est prévu pour délivrer de la nicotine, par exemple à 15 ou 25 mg en 16 heures, il y a un peu de nicotine qui diffuse les dernières heures et c'est intéressant pour traiter la dépendance physique des patientes qui ont besoin de fumer assez rapidement après le réveil. Voilà, il n'y a aucune contre-indication en tout cas à laisser 24 heures, on sera plus efficace. On ne peut pas exclure un effet placebo qui va aussi rassurer la femme. Donc, voilà pour les patchs. Ça, c'est pour traiter la dépendance physique à la nicotine. C'est fait pour être oublié, un patch. On le pose le matin au réveil. Il met une demi-heure à 1 heure pour agir et on le change le lendemain au réveil. Ça résiste à la douche. Ça peut déclencher des réactions à type d'allergie au niveau de la peau. Alors, quand il s'agit que de démangeaisons, on explique que la démangeaison pendant une demi-heure n'est pas inquiétante, les démangeaisons, pardon. Si effectivement la peau est rougie, très irritée, brûle, après qu'on a décollé le patch, il faudra envisager un autre site de pose. Quand il y a une forte intolérance, on peut conseiller de les poser sous les pieds. La peau est plus épaisse, il y a moins de réactions, ça fonctionne. Je n'ai pas la notion que ça fonctionne moins bien. Une fois, une patiente me l'a dit, mais voilà.
Elle était quand même très ambivalente sur le projet de sevrage, donc, mais bon, je respecte évidemment, il faut toujours croire les gens. Donc, il faut changer le site de pose chaque jour pour ne pas sensibiliser la peau toujours sur la même zone. Il faut bien expliquer comment ça va fonctionner et le bon dosage. Alors, le bon dosage, c'est ce qu'on attend, bien sûr, c'est quand on ne fume pas pareil. C'est-à-dire, on peut arrêter de fumer avec un bon dosage, mais le patch ne traite pas la dépendance comportementale et psychologique. Il n'évite pas toutes les envies de fumer, mais il permet de diminuer en nombre et en intensité les envies de fumer. Et si on fume, on ne fume pas pareil. Voilà, on fume avec dégoût, donc en pratique, on fume moins. Si le patch est sous-dosé, ben, on n'a pas de résultat. Et donc, il faut expliquer à la patiente que le renforcement d'un patch n'a pas de valeur absolue, que c'est juste un ajustement thérapeutique pour être efficace, sans danger pour elle et pour son bébé. Et le surdosage, c'est comme quand on a trop fumé pendant une soirée. Alors, les femmes enceintes peuvent avoir des symptômes digestifs plus marqués que les individus qui ne sont pas enceintes, parce que surtout en fin de grossesse, il peut y avoir une acidité, un reflux gastro-œsophagien. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on diminue les patchs. Voilà. Ça, c'est vraiment l'intérêt de les revoir de façon rapprochée au début. Moi, je laisse toujours mes coordonnées. Je leur dis, mais si vous avez besoin de me contacter, voilà, d'échanger avant notre rendez-vous, vous m'envoyez un mail, je vous rappellerai. Elles osent rarement le faire. Et donc, je me dis que dans ces cas-là, heureusement que je les recontacte assez rapidement, parce qu'il y a celles qui n'ont pas encore acheté les médicaments, donc il faut les remotiver, les substituts. Il y a celles qui ont posé, qui ont été inquiètes d'une réaction. Voilà, celles qui n'avaient pas retenu qu'il y avait un logo sur la boîte qui ont peur. Voilà. Donc, faut vraiment les suivre de façon rapprochée et leur expliquer ce qui peut survenir. Donc, par voie orale, c'est pour la dépendance psychologique et comportementale quand voilà, on a pris des habitudes très fortes par exemple, de fumer après avoir mangé. C'est souvent ces cigarettes qui sont décrites comme les plus difficiles à supprimer. Voilà. Donc, la voie orale, buccale, c'est vraiment en comprimé ou en pulvérisation. C'est ce qui va permettre d'administrer le plus rapidement possible la nicotine au cerveau. Ça remplacera jamais une cigarette, mais l'idée, c'est que en 5 minutes, les récepteurs aient la nicotine dont ils anticipaient, dont ils ont un peu besoin, dont ils anticipaient l'effet. Donc, il faut que la nicotine diffuse à travers la muqueuse plus qu'elle ne soit ingérée au niveau de l'estomac. Donc, il faut expliquer la consommation, le mode d'utilisation, donc comprimé ou gomme. Euh, Vous avez ici un inhaleur avec les petites recharges de nicotine, comme un petit sifflet qu'on place au coin de la bouche et dans lequel on respire. Donc, on peut mettre les comprimés peuvent être sous la langue ou alors sucer doucement et coincer entre la gencive et la joue. Les gommes, on mâche doucement dedans pour libérer de la nicotine et on coince aussi entre la gencive et la joue. Il faut les garder en bouche, les gommes, autour d'un quart d'heure jusqu'à 20 minutes et bien expliquer qu'il ne faut pas avaler. Ça ne se mâche pas comme un chewing-gum ordinaire et un comprimé, une pastille, ça ne se suce pas comme un bonbon. Voilà. L'inhaleur n'est pas remboursé malheureusement. Le spray, alors un spray d'une des marques est remboursé. Les tabacologues n'aiment pas beaucoup le spray. On n'aime pas beaucoup parce qu'il semblerait que ça fasse aussi des shoots. Ça passe très très vite dans la circulation sanguine, plus que les autres, de façon un peu plus brutale, et ça peut faire des shoots de nicotine. Donc voilà, moi je prescris pas aux femmes enceintes, mes collègues non plus. J'ai connu une femme enceinte qui avait pris l'initiative de les utiliser. Elle s'était sevrée grâce à ça, mais ça a été très très compliqué d'arrêter après l'accouchement. Voilà. Et le but, c'est quand même de pouvoir diminuer ce traitement substitutif sans nourrir la dépendance ou créer une nouvelle dépendance. Alors, il existerait d'autres moyens d'aide, ou il existe d'autres moyens d'aide qui ne sont pas recommandés par les experts, auxquels les femmes accèdent de façon tout à fait libre.
qui ne sont pas du tout financés par l'assurance maladie. Donc, il y a l'hypnothérapie, l'acupuncture, le laser est apparu plus récemment. Il est probable que j'ai oublié des moyens que vous connaissez, que je ne connais pas. En général, ce sont les patientes qui m'en parlent. Alors, moi, je travaille avec des hypnothérapeutes dans la maternité de Bicêtre, des anesthésistes et des sages-femmes. Voilà, il n'y a pas d'études qui ont été faites qui ont prouvé l'efficacité de l'hypnose sur le sevrage tabagique. Voilà, néanmoins, les patientes qui demandent sont souvent des femmes qui n'ont pas réussi autrement ou qui ont une anxiété autour de l'accouchement, qui ont besoin de restaurer une confiance en elles. Voilà, donc à partir du moment où c'est fait par un thérapeute formé, ça n'est pas dangereux. Quand c'est fait à l'hôpital, ça n'est pas coûteux, enfin pas directement pour la patiente. Voilà, après, je ne peux pas vous dire que ça donne vraiment des résultats. Même chose pour l'acupuncture. Ça n'a pas été beaucoup étudié, donc c'est peu documenté. Le laser, ça coûte cher. En tout cas, je sais pas, plus de 100 euros. Moi, j'ai 2 patientes qui en avaient fait et pour aucune des deux, ça n'a fonctionné. Voilà. Alors, un petit mot sur le vapotage. Des études ont montré que le vapotage était très efficace pour le sevrage tabagique dans la population générale. Mais on a très peu d'études pendant la grossesse et donc on est obligé d'être prudent. Euh, on a très peu d'études. Il y a une étude qui a été récemment menée en France auprès de 223 patientes et qui a montré en fait qu'il y avait peu d'associations ou pas d'association entre le vapotage et le sevrage tabagique. Or, la réduction du risque, c'est vraiment soit d'arrêter de fumer, soit de fumer beaucoup moins et en inhalant le moins possible de substances toxiques. Voilà, donc cette étude ne va pas dans le sens d'une recommandation du vapotage. Et dans l'état actuel des connaissances, voilà, les experts recommandent de respecter un principe de précaution et de ne pas recommander l'initiation ou la poursuite de la cigarette électronique pendant la grossesse. Alors, euh, la poursuite, je pense que la poursuite, tout est mieux que la cigarette. En tout cas, il n'y a pas d'études. Moi, j'ai accompagné des femmes enceintes qui vapotaient un petit peu. Je leur dis que voilà, ce serait mieux de ne pas beaucoup vapoter parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. En pratique, il n'y a pas eu de modification des termes de naissance, pas d'accouchement prématuré, pas de retard de croissance, on n'a pas observé d'effets délétères. Les Anglais mènent des campagnes de formation et d'accompagnement, d'introduction du vapotage pendant la grossesse. Ils sont très rassurants, donc ils promeuvent le vapotage pendant la grossesse comme réduction du risque. En France, non. Je crois que c'est intéressant, en fait, quand même de proposer le soutien aux femmes qui vapotent, parce qu'elles sont quand même pas tout à fait rassurées, hein. Elles posent la question, mais est-ce que c'est vraiment sans danger pour le bébé? Et la réponse, c'est de dire, on ne sait pas. Donc, donc, c'est intéressant d'introduire des substituts, d'accompagner le sevrage par des entretiens, donc du counseling. Et puis, si la patiente vapote, de temps en temps, elle vapote. Voilà. Pareil pendant l'allaitement, on vapote jamais à côté d'un bébé. On vapote pas dans la maison. On vapote pas dans la voiture. Voilà. Mais on n'a rien qui nous dise que ce soit dangereux. On n'a pas d'études, en tout cas, sur l'incidence du vapotage sur le lait. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, hein. Et voilà. Donc, on est très prudent. Mais les Anglais sont rassurants. Et voilà. J'ai terminé ma présentation et donc je suis à votre disposition pour des questions. Mais je dois brancher l'ordinateur parce que je crois il va se décharger. Il faut brancher l'ordinateur. Ah, il n'y a pas de câble. Voilà. Je vais juste arrêter le partage. J'arrive avec un chargeur. Et là, il y a le téléphone qui a sonné plusieurs fois. Oui, et je vais juste arrêter